bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau séminaire de Révolution permanente, donc le site d'information du courant communiste révolutionnaire du NPA. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau cycle du séminaire Histoire de Révolution. Donc, vous avez déjà suivi les premiers épisodes autour de la Commune de Paris de 1917 et de juin 36 et de 1848. Là, on va poursuivre donc avec trois nouvelles séances, donc un nouveau cycle. Avec donc aujourd'hui, je pense que vous êtes vaguement au courant de pourquoi vous êtes là. Ce sera donc sur la révolution cubaine, donc sur précisément le moment le plus intense de la révolution cubaine de 1959 à 1961. Ce sera donc présenté, donc enfin, voilà, moi je resterai là et je présenterai, je pourrais peut-être répondre à quelques questions, mais ce sera principalement présenté, c'est un topo qui va être fait par Jean-Baptiste Thomas, donc qui est historien, qui est membre du comité éditorial de RP Dimanche, qui est militant NPA RP et qui avait déjà animé le topo sur la commune pour ceux qui étaient présents dans la première série du séminaire. On va faire donc un nouveau cycle, donc là, ce sera toujours le jeudi, toujours à 20h30. Le deuxième volet, donc ce sera donc jeudi prochain à 20h30. Là, cette fois, donc ce sera sur une autre page extrêmement importante de l'histoire de la lutte des classes en Amérique latine, celle du Chili, donc du Chili d'Allende, où on aura la chance d'avoir un autre historien, Franck Godichaud, qui est militant au NPA également et qui est l'auteur, donc je ne sais pas si on le voit, à l'envers, qui est l'auteur donc de Chili de 1970 à 1973, les 1000 jours qui ébranlèrent le monde, donc qui a fait une enquête sur notamment toutes les activités d'auto-organisation dans les cordons industriels, donc des travailleurs, pour essayer d'établir donc un contrepoids au gouvernement d'Allende, un soutien en partie au gouvernement d'Allende. Vous verrez donc jeudi prochain plus précisément de quoi il s'agit. Et enfin, donc la troisième séance, ce sera dans 2 semaines, donc toujours jeudi, toujours à 20h30. Et ce sera donc sur une table ronde donc animée par Révolution Permanente, par RP Dimanche, avec donc Ludivine Mantini, notre historienne, qui est l'auteur donc de Révolution et d'une étude sur mai 68, donc de Grand Soir en petit matin. Donc Ludivine Bantini et Mathilde Larère, qui est historienne et co-auteure avec Aude Loriot des Intrus en politique, donc femmes et minorités, donc domination et résistance, et sur l'urne et le fusil, la garde nationale parisienne de 1830 à 1848. Pour ceux qui ont suivi les épisodes sur 1848 et sur la Commune, ça doit vous rappeler des souvenirs donc sur le rôle de cette garde nationale. Vous devez être au courant aussi qu'il y a notre séminaire le lundi, donc il y a encore une séance, le séminaire Lénine contre-attaque. Une dernière séance donc, qui était prévue ce lundi, 1er juin, et qui a été reportée d'une semaine, peut-être deux, enfin, on vous tiendra plus précisément au courant, et qui sera sur la question importante du parti léniniste, de l'organisation du parti, donc, qui est une révolution dans la révolution. Donc, c'est le titre de l'exposé qui sera fait par Daniela Kobé, qui est membre de l'exécutif du NPA et membre du comité éditorial de Révolution permanente. Donc, on vous tiendra au courant de la date précise. A priori, ce sera le lundi 8 juin et ce sera par contre à 19h, ce n'est pas à 20h30. Les séminaires du lundi, je pense que vous le savez. Autre petite information, donc, enfin, voilà, pour vous savoir, pour avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous écrire par mail à cours marxis.rp@gmail.com. Autre petite information, dernier rendez-vous, dans la vraie vie cette fois, pas des rendez-vous numériques pour ceux qui habitent en région parisienne et ceux qui aiment l'histoire des révolutions mais qui ont envie également de les écrire eux-mêmes, qui agissent au quotidien pour
que de nouvelles révolutions surviennent. Il y aura un rassemblement pour Ahmed et Alex, donc des camarades traminaux de la RATP, donc menacés par la direction. Donc, le rassemblement sera mercredi 10 juin à 13 heures, place de la Champauderie, donc dans le 12e arrondissement à Paris. Donc, venez nombreux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore signé, n'oubliez pas de signer la pétition pour Éric Bezou. Éric Bezou, vous en avez peut-être entendu parler, vous en avez sans doute entendu parler si vous suivez Révolution Permanente. C'est un camarade cheminot qui est menacé de révocation par la direction de la SNCF et par Muriel Pénicaud, parce qu'elle n'est jamais très loin quand il y a un mauvais coup à faire, et qui, pour des faits qui sont complètement anodins, évidemment, mais qui sont pour essayer de faire baisser la tête. Il avait osé se mettre à genoux en signe d'insubordination de la direction, et ils veulent le licencier pour un fait aussi anodin, le révoquer après plus de 27 années de travail. Donc, s'il y a des camarades qui peuvent mettre le lien de la pétition sur le chat, qu'ils la mettent. Et donc, voilà pour les rendez-vous à suivre. Je vais présenter plus précisément la séance d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, cette séance, elle est un peu tirée donc d'un bouquin qu'on a coécrit donc avec Jean-Baptiste sur donc la révolution cubaine. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est pas l'intégralité du bouquin, donc on va pas rester jusqu'à 3 heures du matin, vous inquiétez pas. Vous pourrez aller dormir. Ça va être simplement le moment. Aujourd'hui, on voit seulement le moment le plus intense de la révolution de 1959 à 1961, le moment du renversement de Batista et le début du gouvernement révolutionnaire avec ses avancées et ses contradictions. On va essayer de réfléchir là-dessus. Ce qu'on a écrit, du coup, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, vous avez beaucoup d'éléments dans le livre qui vient de sortir. Enfin, c'est la première fois qu'on présente des extraits de ce livre. Mais bon, c'est vrai, on va malheureusement présenter la fin du chapitre 3, le début du chapitre 4. On commence en 1868 et on finit avec les dernières menaces de Donald Trump. Donc, du coup, on va bien au-delà et avant et après. Si on voulait revenir sur ce moment précis de 1959 et si on centre la présentation d'aujourd'hui sur 1959, c'est parce que c'est un moment central de la révolution cubaine. C'est le moment même central de l'histoire de la lutte des classes en Amérique latine, de l'histoire de l'émancipation en Amérique latine. C'est la première fois que la bourgeoisie est expropriée en Amérique latine. Alors, pas autant dans l'auto-organisation que vous avez pu le voir avec Jean-Philippe dans la séance sur la révolution russe, mais par contre-coup, face à la pression des États-Unis, comme va vous le montrer Jean-Baptiste. C'est la première fois aussi, et ce n'est pas quelque chose d'anodin en Amérique latine, que les États-Unis vont être battus, vont être mis en échec dans cette mer des Caraïbes qu'ils ont trop souvent considérée comme leur arrière-cour, leur jardin, leur terrain de jeu, en y commettant nombre d'interventions militaires et en imposant nombre de dictatures sanglantes. Et si on a choisi de développer ce moment, c'est pour essayer de comprendre pourquoi ils ont gagné, comment ils ont osé réussir cette révolution, comment ils se sont maintenus au pouvoir et dans quelles conditions, avec quelles contradictions tout cela s'est passé. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va répondre à cela. Moi, je vais rester là. Si vous avez des questions, je peux essayer en tant que co-auteur donc, de répondre par écrit. Ce sera évidemment des trucs courts. Jean-Baptiste répondra plus précisément à l'oral à vos questions après son intervention et je le ferai également. Dernière petite précision, je vois dans le chat des commentaires sur ma barbe. Peut-être que Jean-Baptiste y en aura aussi. Nos barbes, elles ne sont pas un hommage, évidemment, ni à Fidel Castro, ni à Che Guevara, mais plus des effets du confinement, même si vous allez le voir, on a plutôt un intérêt important et enthousiaste pour ce moment important de l'histoire de l'Amérique latine. Donc, je laisse la parole à Jean-Baptiste. Et donc voilà, Jean-Baptiste, la parole est à toi pour nous expliquer et pour nous faire découvrir cette révolution cubaine.
Merci Thomas. Je sais pas, j'imagine que tout le monde m'entend, j'espère. Voilà, en tout cas, si ça va trop vite ou s'il y a un problème de son à un moment donné, on a fait des essais auparavant, donc ça devrait marcher. Merci à toutes et à tous d'être avec nous encore ce soir, relativement nombreux. On est un peu plus de 100 là en ce moment. Alors pour commencer très rapidement et aller voilà, voyager à Cuba dans les plus brefs délais. Une considération pour commencer politique et de méthode, hein, et puis après une anecdote. Alors pour le premier point, vous devez tous savoir, et vous en avez, j'imagine, fait l'expérience, qu'en fonction de celui qui raconte l'histoire, en fonction de celui ou de celle qui raconte l'histoire d'ailleurs, ça vaut pour une grève, ça vaut pour un mouvement. Donc du point de vue à partir duquel on raconte, hein, que ce soit le DRH ou les grévistes ou des étudiants mobilisés ou le président d'une université, en fonction de qui prend les images et en fonction de celui ou de celle qui les choisit pour illustrer le conflit précisément, c'est tout le récit qui peut changer et c'est toute la donne également, la façon dont on raconte qui peut se transformer. Alors, toute proportion gardée, on va de même dans un processus révolutionnaire. Et pour ce qui est de l'anecdote, hein, c'est l'histoire d'un jeune journaliste new-yorkais, une histoire de Nouvel An. Vous avez tous et toutes dû être dans ce cas-là à un moment ou un autre. Voilà, l'histoire se passe le 31 janvier 1958. C'est Burt Glynn, donc jeune journaliste, qui se demande un peu ce qu'il fait dans la soirée où laquelle il a été invité. Il se dit qu'il aurait peut-être dû changer de lieu. Il a passé a priori toute la soirée à écouter l'oreille collée sur la radio en suivant les informations qui arrivent de Cuba, où on dit en tout cas que le Fulgencio Batista, le dictateur ami des États-Unis, est en train d'être renversé. Et effectivement, après le troisième whisky soda, il prend une décision. Il demande à son chef de bureau qui est avec lui de lui prêter 100 $. Il demande des pellicules photos à ses collègues qui sont là également. Il prend son appareil et il file à LaGuardia, donc l'aéroport de New York. Il prend un vol pour Miami. Et de Miami, il prend le dernier vol ce jour-là pour La Havane. Alors quand il arrive sur place, la situation est absolument transformée. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait pu connaître auparavant. Au chauffeur de taxi qui lui demande l'adresse à laquelle il doit le conduire, Birding répond tout simplement Take me to the revolution, emmenez-moi à la révolution. Et c'est effectivement ce qu'il va faire pendant tout un mois, pendant tout le mois de janvier, et par la suite, il va mitrailler avec son appareil, en l'occurrence, il va mitrailler la révolution cubaine. Et certaines de ces photos seront parmi les clichés les plus connus du processus de 59. Je vais en partager quelques-unes avec vous, celle-là notamment, mais il faut d'abord que je fasse un partage d'écran. Voilà, c'est comme ça que ça marche normalement. Hop, et je fais, excusez-moi, attendez, ça va marcher, je vous promets. Voici. Donc, certains donc, de ces clichés sont parmi les plus connus de la Révolution. Je ne vais pas les commenter. Donc, vous avez l'entrée des commandants de l'armée rebelle à La Havane le 8 janvier. Donc, au centre, évidemment, Fidel Castro. Vous avez à ses côtés Camilo Cienfuegos et Juan Almeida. Ici, également, l'entrée des troupes, hein, défilé de la victoire à La Havane le 8 janvier également. Alors, ce qui prédomine dans ces photos, c'est bien entendu l'aspect militaire, c'est-à-dire que la victoire sur la dictature, telle qu'elle est soulignée, c'est avant tout une victoire militaire, c'est la victoire de l'armée rebelle, donc du bras armé du M26, du mouvement de Fidel Castro. Les masses cubaines, si elles sont enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire, sont avant tout spectatrices de ce qui s'est passé et du renversement du régime. En tout cas, c'est l'histoire que racontent ces clichés ou la façon dont on peut les interpréter. Alors, il y a d'autres photos de Birdling qui sont également moins connues pour le coup, mais qui sont peut-être plus intéressantes à regarder et qui sont les suivantes. C'est des photos qu'il prend le 1er janvier au matin à La Havane, dans la capitale. Donc voilà, donc à peine débarqué de l'avion. Et celle-là en particulier est assez intéressante. Bon, tout d'abord parce que vous aurez remarqué que les gars qui sont sur la photo ils sortent de soirée, ou en tout cas ils sont bien déterminés à faire la révolution en étant habillés avec leurs plus beaux habits, ce qui est assez drôle.
En l'occurrence, ils ont tous des guayaberas, donc la chemisette qui se porte par-dessus le pantalon dans la zone Caraïbe et qui est justement l'équivalent du costume en Europe occidentale. Parmi eux, il y a une représentation de l'ensemble des groupes ethno-raciaux cubains, ce qui démontre d'abord le caractère absolument participatif et populaire du soulèvement, de ce groupe d'insurgés d'un côté. Pour ce qui est des armes, il y a un peu de tout. Il y a un fusil de chasse, mais il y a également des armes qui ont été volées dans les râteliers de l'armée, d'une caserne en l'occurrence, avec un fusil, une arme semi-automatique et un Mauser. Et l'autre élément, c'est que si dans les photos précédentes, ce qui est au centre des clichés, c'est avant tout le M26, l'armée rebelle, là, dans ce cliché, vous n'avez qu'un seul activiste, qu'un seul insurgé qui a un brassard, le gars qui est au centre avec sa chemise à pois et qui a le fusil, l'arme semi-automatique, justement, qui porte un brassard, en l'occurrence, du mouvement du 26 juillet. Et alors que ce qui démontre, là encore, le caractère absolument global, enfin très participé, très participatif du soulèvement, puisque ce n'est pas simplement les militants qui y participent, mais globalement l'ensemble de la population. Alors, ce que ne dit pas ce cliché, c'est que d'abord, cette scène, cette prise d'assaut d'un commissariat se répète un peu partout dans la capitale et dans les principales villes du pays, donc le 1er janvier, et surtout qu'elle se donne sur fond de grève générale insurrectionnelle qui a commencé la veille, qui va se poursuivre pendant plusieurs jours contre le régime, contre les manœuvres, y compris américaines, qui veulent substituer un autre militaire à Batista, et qui montre donc ce caractère absolument populaire. Alors, il manque à cette photographie un protagoniste, hein, et là encore, par rapport aux photos précédentes, si les masses sont spectatrices, là, elles sont vraiment protagonistes. Il manque un acteur, ou plutôt une actrice, qui est sur cette photo qui a été prise quelques jours après, sur le parvis de l'Université de La Havane. Là encore, ça se passe de commentaires, et ça montre la participation des femmes cubaines au processus révolutionnaire. Mais avec l'ensemble donc, de ces quelques éléments, vous imaginez bien que si on commence l'année avec d'aussi bonnes résolutions, en l'occurrence régler leurs comptes au fil de la dictature et renverser un tyran, en général, on ne s'arrête pas en si bon chemin. On va aller, bien entendu, beaucoup plus loin. Et c'est ce qui va marquer cette double dimension à la fois de fête et de détermination des masses, et ce qui va imprimer un rythme à la révolution cubaine, au processus cubain, parce que c'est bien un processus dont il faut parler. Le janvier 59, ce n'est pas la conclusion d'une révolution, le renversement de Batista, c'est le début, un début qui va aller très loin, si vous me permettez l'expression, qui va être porté par les masses, par le monde du travail, par la jeunesse, par les classes populaires, et c'est ce dont on se propose de discuter ce soir. Alors, pour mettre les choses un peu en perspective et pour avoir une meilleure idée de ce qui se joue en 59 à partir des clichés qu'on vient de voir, aussi bizarre que cela puisse paraître, Cuba en 59, c'est avant tout les États-Unis, ou plutôt le capital nord-américain. L'île est une dépendance de Washington, comme c'est le cas d'ailleurs des Philippines ou de Porto Rico. Cela est dû à la façon dont les États-Unis ont pris en otage, ont aidé, avec tous les guillemets qui sont de rigueur, le processus d'indépendance qui a été lancé en 98 ou qui s'achève en 98 par les patriotes, par les indépendantistes donc de Porto Rico, des Philippines et de Cuba contre la couronne espagnole, donc qui sont les trois dernières colonies espagnoles d'outre-Atlantique et de Pacifique dans le cas du Pacifique dans le cas des Philippines, et auquel va participer dans sa dernière phase les États-Unis, pour tout simplement transformer ces trois jeunes pays en leur arrière-cour, en une zone de dépendance, tout simplement, de chasse gardée de Washington. En 1959, donc, Cuba, c'est l'ensemble de l'économie réelle, souterraine ou semi-légale de Cuba, est aux mains du capital nord-américain. Les trois quarts des terres, l'ensemble de la production, ou une bonne partie en tout cas de la production sucrière, qui est le principal revenu du pays, de l'île, mais aussi l'ensemble des télécommunications, des transports, de l'énergie, du secteur du tourisme, là aussi avec tous les guillemets qui sont nécessaires, et bien entendu des maisons de jeu et des maisons closes. Là, vous avez une carte postale qui illustre cet élément, qui recueille, en tout cas qui exprime tous les ingrédients de l'exotisme postcolonial qui peut exister dans l'imaginaire nord-américain. Donc vous avez une femme avec la musique et le reste qui est promis. Bien entendu, aucune cubaine, on a pu le voir dans les photos de Bird Gein,
trimballe dans un pareil attirail, mais c'est bien effectivement ce qui est vendu et ce qui est reflété dans l'imagerie nord-américaine et qui, dans un sens, s'exprime dans les rapports sociaux et économiques de l'île. Alors, pour administrer un tel pays, rien de mieux qui n'est indépendant donc, que sur le papier, rien de mieux qu'un bon dictateur. Hein, c'est le rôle qu'endosse Fulgencio Batista, donc, qui est l'homme fort du pays depuis 1934, l'homme niche des États-Unis, et qui, depuis mars 1952, s'est tout simplement débarrassé des derniers vestiges de démocratie formelle existants avec un coup d'État qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Donc là, vous avez une couverture de Time Magazine avec une couverture qui est pourvue d'un titre dont seul Time a le secret. Batista dit Time va au-delà des sentiers de la démocratie. Alors, pour quelqu'un qui vient de faire un coup d'État, effectivement, c'est fort de café, c'est pas mal. Hein. Si vous le comparez, sans pour autant griller les étapes, si vous le comparez à la façon dont Time va rapporter le renversement de la dictature par les Barbudos, par le mouvement de Fidel Castro, par les insurgés cubains en janvier 59, c'est un tout autre traitement qui leur est réservé, puisque la manchette que vous voyez donc en travers, Cuba, démocratie ou dictature, n'est qu'une fausse question, fausse question rhétorique, puisque en l'occurrence, Time va bientôt expliquer effectivement que c'est une dictature qui est en train de se préparer, ce qui montre là aussi l'attitude déjà des États-Unis par rapport à ce qui se passe et la façon dont est ressenti, vécu par une partie de la presse, par les secteurs conservateurs, y compris les secteurs démocrates, ce renversement du dictateur qui leur a rendu de bons loyaux services pendant plus de 2 décennies. Alors, Cuba est très certainement pas une exception sur le plan latino-américain. C'est peut-être pas d'ailleurs le pays le plus pauvre de la région, en dépit des inégalités sociales et raciales absolument criantes, et qui sont pour ces dernières l'héritage, le lourd fardeau de la période coloniale, de l'esclavagisme, qui ont été entretenus au cours de la première moitié du XXe par le régime républicain. Et si ce n'est une exception, Cuba, en tout cas, confirme la règle, une règle qui tient en 2 expressions assez révélatrices du pragmatisme états-unien en termes de politique extérieure en direction de son arrière-cour, des Amériques notamment, plus encore en temps de guerre froide, qui est la période qui nous intéresse et dans laquelle notre histoire se déroule. Alors, la première expression qui illustre cette politique états-unienne par rapport à son arrière-cour, et Cuba en particulier, c'est tout simplement ce qu'on pourrait dire, ou ce qui est exprimé par « Don't mess around with the US », c'est-à-dire, grosso modo, ne nous emmerdez pas ou ne jouez pas au point avec nous. C'est-à-dire que si les intérêts américains sont menacés, Washington se réserve la possibilité d'intervenir. Alors, c'est ce qui est arrivé à Cuba à plusieurs reprises, plus encore dans une île à la pointe orientale extrême de laquelle il y a une base militaire américaine, Guantanamo, qui est la plus grande de la région à l'époque. C'est arrivé à Cuba à plusieurs reprises au cours de la première moitié du XXe. C'est arrivé dans la République voisine de Haïti entre 1915 et 1934. C'est arrivé en République dominicaine. Et ça vient d'arriver, au moment où notre histoire commence, au Guatemala en 1954. Un régime absolument démocratiquement élu, celui du colonel Arbenz, menacé, ou en tout cas la United Fruit Company, donc la principale multinationale de la banane américaine, estimait que les réformes démocratiques et nationalistes du gouvernement menaçaient ses intérêts. Et le gouvernement, tout simplement, a été balayé d'un revers de main par un coup d'État qui a été piloté par Washington. Donc, voilà. Alors, c'est un invariant historique qui s'exprime, y compris jusqu'à aujourd'hui, et dont la cible principale de Trump est le Venezuela de Nicolas Maduro, comme vous pouvez le voir. En tout cas, la présence américaine est constante, permanente, y compris en dehors des périodes d'intervention. Vous avez là des soldats américains, des Marines en goguette à Santiago. Vous pouvez imaginer effectivement l'ambiance, le climat qui peut se respirer sur l'île. La seconde expression, en plus donc du ne jouez pas au point avec nous sinon on intervient, a trait à la façon dont les diplomates du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères états-unien ou des conseillers de la Maison-Blanche, définissent les dictateurs en poste et qui sont leurs fondés de pouvoir en Amérique latine. Vous me passerez l'expression, mais il s'agit, selon ces messieurs, tout simplement de son of a bitch, des fils de pute. Et comme le dit l'un d'entre eux, l'un de ses conseillers à propos de Batista, lorsque dans l'entourage de la présidence américaine, on se demande s'il faut continuer à soutenir vaille que vaille Batista, qui commence vraiment à devenir davantage un élément du problème qu'une solution au problème, au cours de l'année 58. Comme le dit un de ces messieurs, certains considèrent, donc là je cite le texte d'une audition tout à fait officielle à la Chambre des représentants de 1962 sur ce qui s'est passé à Cuba et la politique extérieure américaine. Alors, certains considèrent que Batista est un fils de pute, dit ce conseiller. Oui, c'est un fils de pute, mais il faut avant tout considérer les intérêts américains
au moins c'est notre fils de pute et il ne joue pas au ballon avec les communistes. Alors l'argument peut être vulgaire et avoir été utilisé à d'autres reprises pour soutenir d'autres dictatures, je pense notamment au clan Somoza, à la dynastie Somoza au Nicaragua, mais il a le mérite au moins de la clarté. Donc ça c'est pour en tout cas le cadre global. Alors, vous me permettez juste de regarder le chat, ou si vous voulez me dire si ça va au niveau du débit, parce que je sais que la dernière fois c'était trop rapide, mais donc n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je vois mal le truc, mais bon, hop, hop, hop. Bon. L'épopée révolutionnaire 53-56. Alors, que faire, aurait dit l'autre, dans une pareille situation, donc avec dans un cadre que je viens de vous décrire. D'un côté, le mouvement ouvrier, au début des années 50, est extrêmement affaibli, comme prostré. Alors, c'est la conséquence tout à la fois de la politique de collaboration de classe et de conciliation avec Batista, qui a été menée par la gauche officielle, notamment par le Parti socialiste populaire, qui est le parti communiste cubain à l'époque, au cours des années antérieures. Mais c'est aussi le résultat, surtout, du gangstérisme, de la répression systématique qui est pratiquée par le régime et par le patronat, pour faire respecter l'ordre et la discipline au sein des classes populaires, dans les usines, les entreprises et à la campagne. De l'autre côté, la voie électorale, après le coup d'État de 52, elle est tout simplement bouchée pour contester le pouvoir en place, et elle n'existe donc plus après le coup d'État. Et il ne subsiste guère d'autres chemins, selon un groupe de jeunes gens qui se retrouvent autour d'un certain Fidel Castro, guère d'autres solutions que la lutte armée, le renversement par les armes de celui qui est effectivement un tyran. Pas simplement l'homme fort du régime, mais un tyran. Alors, qui sont ces jeunes gens? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Alors, ils sont plutôt issus de la classe moyenne, mais pas que, hein, du mouvement étudiant, mais aussi du mouvement ouvrier, de certains cadres, pour certains cadres en tout cas. Ce sont des progressistes, mais ils sont loin d'être communistes. Hein. D'abord parce que le PC de l'époque, donc le PSP, se définit par un extrême modérantisme, s'oppose à tout affrontement direct avec la dictature et plus encore à la lutte armée. Ce sont des démocrates convaincus qui se caractérisent d'abord par leur détermination pour en finir avec Batista, là où les partis traditionnels sont coutumiers des envolées lyriques, mais dans les faits ne vont absolument rien faire. Donc ils veulent se débarrasser de Batista, de la dictature, se débarrasser de la corruption, d'un régime népotiste. Et leur programme, il est social, compte tenu des inégalités criantes qui traversent l'île, mais aucunement socialiste. Alors l'épopée, elle peut se décomposer ou se voir à partir de deux phases. 1953, tout d'abord, qui est l'acte 1, et qui est une première tentative qui s'avère être un fiasco. Dans le plus grand des secrets, Castro organise, donc pour le 26 juillet 1953, un assaut contre la principale caserne, zone de casernement de l'Est du pays, à Santiago de Cuba, donc là en rouge sur la carte, la Moncada, donc qui est la principale caserne, avec des actions de diversion notamment qui seront menées à Bayamo, donc toujours dans la province d'Oriente. C'est censé être un électrochoc, un appel à la prise d'armes généralisée qui est lancé à l'ensemble de la population, aux démocrates sincères, aux travailleurs. Il y a d'ailleurs, pour celles et ceux qui se rappellent de ce qu'on disait à propos de la commune, il y a un côté blanqui chez Castro. Il ne s'en cachera pas d'ailleurs. Mais l'action du 26 juillet 1953 est un échec complet sur le plan militaire. Le bilan est extrêmement lourd dans le rang des jeunes insurgés. Leur chef de file, néanmoins, va réussir, qui est arrêté. On le voit là dans sa déposition auprès des policiers. Il est encore glabre, il n'a pas la barbe qu'on lui connaît après 1956. Leur chef de file, néanmoins, réussit à transformer cet échec militaire, qui est cuisant, en une victoire politique et en un réquisitoire contre la dictature. Vous pouvez me condamner, dit-il, l'histoire m'acquittera. Hein, c'est en substance la façon dont il conclut sa défense lors du procès auquel il a droit, donc à l'automne 1953. Et après 2 ans d'emprisonnement, puisqu'effectivement on va effectivement le condamner, on va condamner à un emprisonnement lourd, mais après 2 ans d'emprisonnement, il est expulsé, gracié, expulsé vers le Mexique. Batista estime qu'il vaut mieux avoir effectivement les opposants loin de Cuba plutôt que d'avoir des conspirateurs dans ces prisons. Mais aucunement repenti, Castro se prépare à recommencer avec davantage de planification, en tout cas c'est ce qu'il promet. Et il va fonder un mouvement politico-militaire qui est censé garantir la victoire, cette fois-ci, une victoire qu'il estime être imminente, presque au détour du chemin, et un mouvement qui va baptiser précisément en souvenir de l'assaut de Santiago de Cuba, le mouvement du 26 juillet ou M26. Alors,
L'acte 2, en 1956, à la fin 56, commence néanmoins sous de mauvaises augures en dépit de la façon dont les opérations étaient planifiées. Castro programme une nouvelle opération qui est censée combiner d'abord un débarquement depuis le Mexique, un soulèvement populaire dans les principales villes du pays, notamment dans l'Est, à Santiago de Cuba encore. Et il est persuadé que le mouvement va avoir raison de Batista en quelques semaines, mais cela va en fait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Alors, le soulèvement urbain à Santiago a bien lieu comme prévu le 30 novembre 56, mais le Granma, donc le yacht qui achemine les combattants du M26, débarque quelques jours plus tard, et donc pas de façon synchrone comme cela a été prévu. En fait, il va s'échouer sur un banc de sable dans la zone de Niquero, là qu'on voit entouré en rouge, donc sur la pointe extrême orientale ouest de l'île. Le 2 décembre, 3 jours plus tard, c'est le baptême du feu. La petite troupe composée de 92 hommes va tomber dans une embuscade. Elle est détectée en fait dès son arrivée. Elle va tomber dans une embuscade qui est tendue par l'armée. Elle va être bombardée. Et à la fin de l'année 56, sur les hauteurs de la Sierra Maestra, que vous voyez là entouré en bleu, qui est un massif montagneux très isolé de l'est de l'île, ils sont une douzaine, 12 selon le mythe, à reconstituer un foyer de guérilla autour de Fidel Castro. Parmi eux, notamment, un jeune Argentin qui a été recruté pour faire office de médecin de l'expédition et qui se transformera par la suite en un des commandants les plus importants et les plus emblématiques du M26 et de la Révolution, Ernesto Guevara. Mais comment expliquer donc que cette poignée d'hommes, de maquisards, d'apprentis guérilleros, vont être en mesure, 2 ans plus tard, comme on a pu le voir dans les photos de Birdville, de renverser le dictateur ami de Washington, qui finit par s'enfuir? Comment faire pour que cette île, qui est à 150 km des côtes de Floride, réussisse une révolution, en tout cas dans un premier temps démocratique et radicale? Alors, à rebours de l'histoire officielle, ceci n'est pas du rhum, hélas, c'est juste de l'eau. À rebours de l'histoire officielle post-59, à l'encontre du récit, y compris castriste, pour lequel le facteur prépondérant est avant tout militaire dans la victoire, on peut expliquer cette victoire à travers 4 éléments. 4 éléments qui sont dans l'ordre, un élément d'ordre militaire qui est indéniable, il faut le reconnaître, c'est-à-dire que progressivement, les apprentis guérilleros vont devenir de redoutables maquisards, redoutables pour l'armée en tout cas de Batista, pour ses conseillers nord-américains. Ils vont être rompus à la guerre asymétrique, ils vont être capables de résister à la pression de l'armée batistienne, d'abord dans cette zone-là très montagneuse, capables de mener des opérations offensives de petite envergure ou d'envergure réduite, et après, à plus large échelle, de mener des offensives plus importantes, et enfin de renverser la vapeur avec l'armée. Le second facteur, en revanche, il est très important et il tient à l'apparition de ce qu'on appelle les chapeaux de Yarey, qui est une fibre de palmier tissée avec lesquels les chapeaux, les paysans se protègent du soleil, et qui sont effectivement ces chapeaux qui vont progressivement peupler la guérilla, c'est-à-dire en termes de recrues, mais également de soutien ou de sympathie, et qui va profondément changer le caractère social de l'armée rebelle, donc qui est le bras armé du M26, donc qui est le noyau de maquisards qui est dans la Sierra, et qui va également transformer la vision que ses principaux cadres vont avoir d'une certain nombre de questions sociales à Cuba. C'est vraiment ce choc, ou en tout cas cette rencontre entre les cadres du mouvement et les secteurs les plus pauvres de la paysannerie cubaine qui va profondément transformer, y compris l'horizon politique des cadres du mouvement, et va lui faire gagner en assise sociale dans cette zone. Le troisième facteur, lui, tient au rôle de ce qu'on appelle le llano, c'est-à-dire c'est la plaine, littéralement, mais en réalité, c'est les zones urbaines ou semi-urbaines du M26 par rapport à la Sierra, donc la Sierra Maestra, mais plus fondamentalement, donc les foyers maquisards. En l'occurrence, le rapport entre le poids spécifique des acteurs urbains, qui sont issus du mouvement étudiant, mais également du mouvement ouvrier, avec une importance croissante, en dépit de l'hostilité des staliniens vis-à-vis du M26, et du rôle que joue le mouvement urbain dans la conflictualité à la fois politique et sociale croissante qui va s'exprimer contre la dictature et qui va contribuer à tarauder ses bases, ses soutiens, à la discréditer et à faciliter militairement les opérations qui vont être menées dans les montagnes. Et le quatrième élément, le quatrième facteur, c'est le fait qu'à partir de l'été 58, progressivement, les Américains vont lâcher Batista, ce qui va évidemment ouvrir
littéralement les vannes, l'axe central de l'île, aux colonnes de guérilleros. Alors vous comprendrez qu'en fonction de l'endroit où vous placez le curseur, la façon dont vous racontez l'histoire, y compris la prépondérance de tel ou tel élément, c'est l'ensemble de l'architecture explicative de cette première phase de l'insurrection qui change, de la guerre contre la dictature, qui est impactée, avec des conséquences politiques et pas simplement interprétatives. Alors, à plusieurs échelles, et en tout cas c'est la thèse qu'on soutient avec Thomas à partir du travail des travaux d'autres historiens, il nous semble en tout cas que ce qui est prépondérant, c'est ce rôle actif, croissant des masses cubaines, à la fois au niveau rural et au niveau urbain, qui va transformer le contenu du premier processus, de cette première phase du processus insurrectionnel, qui se résume donc dans la version castriste officielle à une espèce de face-à-face entre l'armée rebelle et les forces, et les forces officielles de la dictature, mais qui en aucun cas ne saurait expliquer comment 2000 combattants et combattantes sont réussis à venir à bout d'une armée de 50 000 hommes, sans compter la gendarmerie, donc la garde rurale, les gardes blanches des patrons, des propriétaires des centrales sucrières, de la police et de la police politique de Batista. Et bien entendu, c'est une sorte de poussée générale qui va expliquer la façon dont la vapeur va être renversée à partir de la fin de l'année 58 notamment. Et c'est une participation qui va donc aller croissante et qui va se cristalliser dans un certain nombre de mouvements de grève en 57, en 58, et qui va aboutir à la grève générale de la fin 58, qui va tout d'abord déjouer les manœuvres du département d'État américain, du ministère des Affaires étrangères, qui essaye à un moment donné de placer à la place de Batista un militaire de confiance, moins discrédité que Batista en l'occurrence, moins grillé auprès de l'opinion publique. Donc une façon de, en gros, tout changer pour ne rien changer. Et c'est cette grève générale insurrectionnelle, combinée à l'avancée des colonnes rebelles, qui va avoir raison à la fois donc, de la politique extérieure nord-américaine d'Eisenhower de l'époque, et de son vice-président, et Richard Nixon, et de la dictature de l'ensemble, disons, de l'architecture du régime cubain de l'époque. Alors, néanmoins, cette activité des masses va se maintenir, se poursuivre et grossir, sans jamais se traduire, et j'avance un peu des éléments qu'on va développer par la suite, que je vais développer par la suite, sans jamais se traduire, c'est un point d'achoppement pour discuter de la nature de l'État post-cubain, de l'État cubain post-59-61, de socialisme réellement émancipateur et de démocratie ouvrière, ne va jamais se traduire par la mise en place de structures d'auto-organisation et d'auto-représentation de ces mêmes masses, dont les canaux d'expression vont rester fondamentalement le M26, ses alliés, et les structures étatiques post-révolutionnaires qui vont canaliser cette activité donc, des masses paysannes, des masses ouvrières, des masses populaires, de la jeunesse, au cours de la période donc post-janvier 59. Alors, troisième moment, la révolution ininterrompue, ou la révolution par contre-coup, donc qui est le titre qu'on donnait au topo de ce soir. Une fois Batista dégagé, et à rebours d'une légende noire qui est construite de toutes pièces par Washington et les exilés de la bourgeoisie cubaine, ce n'est absolument pas des communistes qui prennent le pouvoir, et d'un point de vue marxiste, ce n'est certainement pas une révolution socialiste. Alors, cette révolution, elle va le devenir socialiste, une révolution socialiste déformée, si vous voulez, en raison d'abord d'un mécanisme de pression qui va s'exercer à partir des masses d'un côté et de l'impérialisme américain de l'autre, et en l'absence d'une direction marxiste révolutionnaire constituée. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une révolution socialiste? D'abord parce que le programme de réforme démocratique nationaliste non pas à la façon d'une Marine Le Pen, mais du point de vue d'un pays semi-colonial qui est à la botte des États-Unis depuis plus d'un demi-siècle à l'époque, ce programme, donc, le programme du M26, le M26 l'impose à ses partenaires. Il n'a pas spécialement changé depuis le programme originel de Fidel Castro, mais il est relativement modéré. Et surtout, Castro va placer à la tête du pays un certain nombre d'alliés, de soutiens, qui sont là comme autant de garants pour les États-Unis. Hein, on pensera par exemple au président par intérim, Manuel Urrutia, que vous voyez là comme pris en sandwich par Guevara et Camilo Cienfuegos, deux commandants de l'armée rebelle. Urrutia, c'est avant tout un juge, un magistrat, opposant de Batista, mais disons qu'il n'a fini par s'exiler qu'en 1957. On va dire que c'est une opposition un peu tardive,
qui est un démocrate chrétien, qui a surtout toutes ses entrées à Washington et qui est là pour rassurer donc le département d'État états-unien. C'est le même cas, par exemple, si on prend l'exemple de Felipe Passos, qui va être nommé gouverneur, ou plutôt président de la Banque centrale de Cuba par les jeunes maquisards, qui ont remporté donc une victoire sur le plan militaire, mais qui, d'un point de vue politique, se maintiennent en retrait. Felipe Passos, c'est par exemple un fonctionnaire du FMI. Il a été directeur de la Banque centrale sous Batista, donc on va dire que c'est un opposant un peu de la dernière heure lui aussi, même si à partir de 1957, il va rompre. Et au moment de son départ de Cuba, donc ça, c'est des personnages qui, progressivement, au fil des mois et au fil de la radicalisation de la révolution cubaine, vont prendre leur distance et rompre avec la révolution et partir pour l'exil et rejoindre, disons, le camp des anticastristes et le camp des contre-révolutionnaires et le camp de Washington. Passos, pour donner juste un exemple, dans ses premières déclarations à la descente de l'avion qui l'amène sur le chemin de l'exil, dira qu'il n'a jamais entendu de son plus effrayant que celui des slogans scandés par les manifestants, place de la Révolution à Cuba, exigeant immédiatement la réforme agraire. Donc c'est toute une sorte de confession sous forme de programme politique. Donc c'est ces gens-là qui sont avant tout aux commandes. Et dans le cas de Fidel Castro lui-même, qui est Premier ministre à partir de février 1959, Castro, lorsqu'il va se rendre aux États-Unis, en avril 1959, synthétise dans une conférence de presse les grandes lignes du nouveau pouvoir. Il dit, je le cite, qu'ils veulent instaurer une démocratie véritable à Cuba et qu'il n'est aucunement dans leur intention de faire du communisme, du fascisme ou du péronisme. Voilà, histoire de rassurer là encore celui qui est le principal partenaire commercial de l'île et qui veille au grain. En l'occurrence, Castro a fait le voyage pour demander l'ouverture de crédit pour le nouveau gouvernement. Cependant, un certain nombre d'éléments particuliers, exceptionnels, de nature sociale d'un côté et géopolitique de l'autre, vont faire transcroître cette révolution et son contenu de démocrate radical à socialiste, avec des conséquences systémiques sur les structures mêmes de l'île. Alors, cela n'a rien à voir, contrairement à ce que là aussi voudrait une certaine historiographie, ou en tout cas un récit officiel qui est répercuté, y compris dans ce qu'on peut avoir comme cours d'histoire ici en France. Cela n'a absolument rien à voir avec une sorte de communisme inconscient de Castro et du M26, même si certains de ces cadres, c'est indéniable, comme Guevara par exemple, se revendiquent marxistes. Ça n'a pas plus à voir avec un rôle prépondérant qu'aurait l'Union soviétique, qui aurait été donc à la manœuvre d'entrée de jeu. D'abord, il suffit de penser que les relations diplomatiques entre la Havane et Moscou ne sont rétablies qu'en mai 1960, donc c'est-à-dire quasiment un an et demi après le renversement de Batista. Que les achats de sucre soviétiques en 1959, alors que les États-Unis menacent de réduire leurs importations, se situent en deçà de ce qu'avait pu acquérir l'Union soviétique sous Batista en 1957, en l'occurrence 47 millions de dollars pour la seule année 1957 contre 31 pour les années 59-60. Donc ici, on pourrait dire que l'URSS soutenait davantage Batista presque que le nouveau régime. Et l'autre élément, c'est que, on reviendra peut-être dessus dans les questions, mais c'est que les rapports entre la Havane et Moscou vont être extrêmement conflictuels et parcourus de multiples tensions, au moins jusqu'en 65-68. Donc, ce qui explique la façon dont cette révolution, qui commence comme une révolution à contenu démocratique, radical, nationaliste, va transcroître ou va devenir, par une sorte de processus ininterrompu, pour reprendre l'expression de Sartre, ou par un processus par contre-coup, une véritable révolution socialiste. Révolution par contre-coup, c'est une expression de Sartre qui fait le voyage avec Simone de Beauvoir sur l'île au printemps 1960. Alors, je n'ai pas voulu vous choisir l'image où on voit Jean-Paul et Simone dans le bureau du jeune ministre de l'Industrie de l'époque, en l'occurrence Guevara avec Jean-Paul Sartre qui a troqué la gitane habituelle pour un Havane. Là, c'est une manifestation paysanne à laquelle ils participent. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez donc d'un côté, sur le côté droit, j'espère que ce n'est pas complètement caché par la barre avec les vidéos, et vous voyez donc Simone de Beauvoir, toujours très classe, avec son bandeau dans les cheveux, et Jean-Paul Sartre a mis pour l'occasion justement le fameux chapeau de Yarey, des guajiros, des paysans cubains traditionnels que l'on voit dans les maquis. Alors, quelle est la nature de ce contre-coup dont parle Sartre? Quelle est la nature de ce processus ininterrompu, de cette transcroissance de la Révolution? Il est d'abord lié à une double pression. D'un côté, une pression constante
et continue de l'administration états-unienne, ou plutôt des administrations, puisqu'en fait, ça va être le cas à la fois des républicains sous Eisenhower et puis après des démocrates sous Kennedy. Les administrations américaines vont réduire leur position d'entrée de jeu, malgré les garanties qu'essaye de donner donc, le nouveau gouvernement. Ils vont passer d'une animosité sous-jacente à une agressivité croissante qui ne laisse guère de marge de manœuvre au gouvernement, soit rentrer dans le rang et modérer ses premières réformes, voire y renoncer, soit résister et choisir d'affronter donc la première puissance du camp occidental, avec la menace afférente de se retrouver face à une ou à des tentatives de déstabilisation, voire à une invasion. C'est ce qui finira par advenir et qui n'a jamais en fait réellement cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, d'un côté, donc, il y a cette espèce d'hostilité croissante des États-Unis, manifeste depuis le début, en dépit donc, des garanties que comptent donner Castro et les principaux membres du gouvernement. Et de l'autre côté, dans les entreprises, à la campagne, dans la jeunesse, il y a des masses qui sont rentrées en mouvement. On l'a vu donc, à la fin de l'année 1958, mais en fait, les racines de cette mobilisation sont bien antérieures, et dont les exigences se radicalisent et dont la mobilisation est alimentée en retour, d'abord par l'agressivité états-unienne, mais également par la détermination à ne rien lâcher du patronat et de la bourgeoisie de l'île, où se mêlent intrinsèquement donc, les intérêts cubains et surtout le capital nord-américain. Alors, 3 exemples, 3 moments pour montrer ce phénomène d'étau qui va s'exercer sur le gouvernement. Il y a un gouvernement qui va réussir jusqu'au bout d'abord à piloter la dynamique et à la transformer par la force des choses. D'abord, en réaction aux grèves qui secouent l'île tout au long de l'année 59, le gouvernement qui est lui-même parcouru donc, de multiples tensions, vous imaginez que Felipe Passos n'est pas complètement sur la même ligne qu'Ernesto Guevara, le gouvernement finit par céder et par décider des augmentations de salaire. Le travail hebdomadaire est réduit à 44 ou 40 heures, payé 48. Les tarifs de l'électricité et du gaz sont baissés de 30%. Le téléphone et les loyers sont divisés par 2. Des mesures sociales, certes, mais qui sont, en l'occurrence, aucunement socialistes. Et pourtant, le patronat s'étrangle, la bourgeoisie pousse des cris d'orfraie, et en réaction, elle procède à des lock-outs, met la clé sous la porte, prend le chemin de Miami avec la trésorerie, lorsque la trésorerie n'a pas été déjà placée sur des comptes à l'étranger. Et en retour, cette intransigeance, évidemment, va alimenter davantage les mobilisations dans les entreprises et à la campagne. Parallèlement, puisqu'on parle de la campagne, les mobilisations sont constantes, notamment au niveau de la petite paysannerie et du prolétariat rural, qui poussent à la répartition des terres et qui exigent que les promesses qui ont été faites dans la Sierra par le M26 soient bien respectées. Vous voyez ici donc un exemple de cette mobilisation en mai 59, lorsque le texte de la réforme agraire est rendu public. Alors, symptôme là aussi d'un changement de climat assez rapide au fil des premiers mois, le texte de mai 59 est déjà un peu plus radical que ce qui avait été prévu par Sori Marin, qui est le ministre de l'Agriculture, qui est un cadre du M26, et qui bientôt entrera en dissidence sur la droite, puisque la réforme est déjà un peu plus radicale, mais néanmoins, elle est absolument modérée dans ses grands axes. D'abord, il y a uniquement les très grandes propriétés qui sont visées, mais il est prévu d'indemniser les propriétaires. Et la loi prévoit, y compris un certain nombre de dérogations. Les nationalisations sont ainsi exclues dans les exploitations de moins de 400 hectares et même de 1300 hectares dans le secteur sucrier et rizicole parfois, et y compris dans le cas d'exploitations qui sont aux mains de capital étranger et qui sont jugées comme stratégiques ou utiles à l'économie du pays, ce qui est le cas d'un certain nombre, en tout cas, de centrales sucrières et de grandes entreprises rizicoles. Mais là aussi, en dépit du caractère somme toute assez légitime dans les revendications et modéré sur le fond et sur la forme de la réforme agraire qui est décidée en mai 59, c'en est trop pour la bourgeoisie et pour les membres les plus modérés du nouveau cabinet. Et l'annonce de la réforme provoque d'abord un séisme au niveau bancaire, une première fuite de capitaux. Castro, le Premier ministre, est sur la sellette depuis quelques semaines au moment justement de la proclamation de ce décret de réforme agraire. Et une grève générale est lancée pour le soutenir dans son bras de fer avec le président Urrutia, dont on a vu la photo préalablement. Et le 26 juillet 59, devant un demi-million de paysans, d'ouvriers, de jeunes mobilisés à la Havane, Castro reprend non seulement son poste de Premier ministre, mais annonce une accélération et une radicalisation du processus de redistribution.
On estime qu'il y a environ 1 450 000 hectares de terres qui sont redistribués au cours des 6 premiers mois, donc entre le mois d'août et janvier 60, avec une accélération très importante au cours des premières semaines de 1960, avec 600 000 hectares qui sont distribués et qui vont forcer, ou décider en tout cas, Washington à réduire encore plus ses achats de sucre à taux préférentiel, qui était la façon dont justement Washington maintenait une pression constante et tenait à la gorge l'État cubain. D'abord, soit pour contraindre donc, Castro à plus de modération, soit tout simplement à mettre l'économie à genoux et à faire dégager Castro sous la pression populaire. Mais en l'occurrence, c'est ce que montre un peu cette photo, la pression populaire va aller dans le sens inverse. Troisième élément d'illustration de cette dialectique par contre-coup, au cours de l'été 60, alors que les sabotages et les attentats sont monnaie courante, avec des bombes qui explosent en ville, notamment à La Havane, et également des attaques aériennes menées par des avions au fuselage maquillé dans les campagnes, et qui sont organisées depuis la Floride par des anciens batistiens, avec la complicité, ou en tout cas la bénédiction des autorités nord-américaines. Le gouvernement, qui à ce stade est réduit au M26, puisque ses alliés d'un temps, les politiciens libéraux, les démocrates, entre-temps ont quitté le navire, à l'instar de quelques 100 000 Cubains issus des classes supérieures et de la bourgeoisie, opposés aux mesures qui sont prises, qui sont jugées trop extrémistes. Le gouvernement va répondre à l'été 1960 par l'expropriation pure et simple de 26 des principaux groupes états-uniens qui sont présents sur l'île, d'un côté. Et évidemment, la réaction de Washington est extrêmement vive. Washington va décider un blocus complet contre Cuba en septembre 60, puis par la mise en place, avec la bénédiction de Kennedy, ou plutôt du clan Kennedy, avec la participation de la mafia italo-new-yorkaise. Vous en avez une illustration dans le dernier Scorsese, The Irishman, pour ceux qui ont pu le voir, où on voit la façon dont la mafia collabore avec les anti-baticiens, avec la bénédiction justement de l'administration Kennedy, qui a des liens avec cette même mafia, pour organiser un débarquement, une invasion de l'île, en l'occurrence donc la baie des Cochons, que vous avez, je crois que j'ai pas de carte, je n'ai pas marqué sur la carte, mais vous avez donc Baie Cochinos, Playa Girón, là, donc au centre de l'île, c'est à 200 km, donc sur la côte sud-centrale de Cuba, à 200 km de La Havane. Un débarquement qui est organisé, qui va tourner au fiasco pour les États-Unis, face à la mobilisation populaire, à un armement généralisé de la population, accompagné là aussi d'une large mobilisation des masses. Et donc, vous avez une illustration ici, en l'occurrence, donc des miliciens et des volontaires qui montent au front le 18 avril 61, donc au moment des combats les plus intenses, et qui va décider de la première défaite des États-Unis 14 ans avant la défaite de Saigon, dont on célébrait il y a quelque temps le 50e anniversaire. Une semaine après cette victoire absolument décisive, qui est une victoire militaire et populaire, le 1er mai 1961, Castro proclame que l'île est le premier territoire libre d'Amérique latine, à savoir libéré de la tutelle impérialiste, ainsi que le caractère socialiste de la révolution cubaine. Alors, après les décrets d'expropriation des multinationales d'août 60, dont on a déjà parlé, des lois d'expropriation de l'industrie nationale et des principales entreprises commerciales et bancaires de l'île, ainsi que la réquisition de l'ensemble du parc immobilier de la bourgeoisie en octobre 1960. Vous avez ici la une de Hoy, qui était à l'époque encore le quotidien et l'organe central du PSP, qui développe un peu comme dans une liste à l'après-vert, c'est le décret 890 qui sera suivi d'un second le surlendemain, où on voit effectivement la façon dont le gouvernement procède, toujours sous la pression de la mobilisation et en réaction à la pression impérialiste, un certain nombre d'entreprises. Donc il y a 105 centrales sucrières, 11 cinémas, l'ensemble des entreprises du secteur ferré, 6 romeries, dont notamment l'usine Bacardi, et donc 47 supermarchés, et sans oublier 6 usines de lait concentré. Je ne savais pas qu'il y avait une telle production de lait concentré à Cuba, mais il y a aussi une partie,
découvert ça par la suite, une partie en fait était destinée à l'exportation en direction des États-Unis, alors que les enfants cubains, pour partie en tout cas, souffraient de dénutrition. Donc après, ces lois et ces décrets donc d'expropriation qui sont pris entre août et octobre 1960, et après donc ce fameux discours que Castro prononce le 1er mai 61, c'est en fait la quasi-totalité de l'économie de l'île, à l'exception des petites entreprises et du commerce de détail, qui se retrouvent dans les mains de l'État. Les 3/4 des échanges extérieurs de l'île, donc au printemps 61, se réalisent par la force des choses en raison du blocus américain avec les pays du bloc soviétique, donc Chine populaire incluse. Et encore une fois, c'est tout autant donc l'intransigeance états-unienne suivie de l'agression à la baie des Cochons que la poussée constante des masses qui va décider d'une orientation qualitativement différente du gouvernement révolutionnaire par rapport à ses projets initiaux. Hein, c'est désormais l'ensemble des rouages économiques de l'île qui sont aux mains d'un État qui n'a plus grand-chose à voir avec la République dépendante et sous tutelle qui a été mise en place donc sous le parapluie nord-américain en 1902. Et au terme donc, de ce processus ininterrompu, pour reprendre la terminologie guévariste, l'île n'a pas juste renégocié son rapport avec son puissant voisin du Nord, mettant fin à trop d'années de dictature et en instaurant une plus grande équité sociale. L'île s'est littéralement libérée de l'emprise de l'impérialisme américain et le capital, tant cubain qu'étranger, a été exproprié. Mais les masses cubaines, elles, qui ont été le fer de lance du processus, ne sont pas à la tête politique du processus. Le monde du travail au sens large du terme, à travers ses organes de représentation, n'est pas au pouvoir. Et c'est là le paradoxe et le dernier point que je souhaitais développer, socialisme, démocratie et bureaucratie à Cuba. Alors je vais arrêter le partage d'écran parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et du coup, je vais voir, y compris l'heure qu'il est, il est 21h30, et le temps qui me reste. Et donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas parce que je ne les voyais pas tout à l'heure. Alors, très rapidement sur la question du nouvel État qui se structure dans le cadre du processus d'expropriation qu'on vient de décrire et qui a donné lieu, qui donne lieu à un certain nombre de débats chez les marxistes, qui conservent aujourd'hui une actualité centrale car elles définissent en fait l'orientation que devraient avoir les révolutionnaires vis-à-vis de Cuba, de l'extérieur, et vis-à-vis du régime cubain castriste de l'intérieur, et ce jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre du processus de restauration partielle et inachevée qui est en cours. Alors, dans les années 60 et 70, il y a un certain nombre d'États, Cuba ne ferait pas exception de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'États comme le Yémen, la Tanzanie, l'Algérie et d'autres, généralement libérés de haute lutte du joug colonial ou néocolonial, qui proclament leur caractère socialiste ou populaire, qui s'allient au bloc soviétique, ou qui usent d'une politique de non-alignement pour mieux manœuvrer et renégocier avec les puissances impérialistes leur insertion sur l'échiquier géopolitique mondial. Cuba n'est pas de ces pays-là, puisque davantage encore que le caractère socialiste de l'État qui est proclamé par Castro au printemps 61, le plus important dans le cas cubain, c'est que la terminologie en fait vient officialiser une transformation radicale des structures de l'île qui correspondent à partir de cette époque, et ce jusqu'au processus de restauration partielle en cours aujourd'hui, à celle d'un État ouvrier déformé. Alors, un État ouvrier déformé, à l'instar un État ouvrier plutôt, à l'instar de la Russie soviétique des premières années de la Révolution d'octobre, dans la mesure où le capital national et étranger a été totalement exproprié, sans indemnité, que la rupture avec le système impérialiste mondial est complètement consommée. Mais il s'agit néanmoins d'un État déformé et non dégénéré, comme dans le cas de l'URSS à la fin des années 1920, à la suite de la consolidation au pouvoir de la clique stalinienne et de la bureaucratie stalinienne, déformé dans la mesure où le pouvoir politique à Cuba, dès le début de la Révolution, n'est pas aux mains du mouvement ouvrier, de la petite paysannerie, des masses populaires et de la jeunesse, par le biais de leurs propres organismes d'autoreprésentation, en l'occurrence des soviets dans le cas russe, ou des conseils, ou des comités. Mais le pouvoir politique qui remplace celui de la dictature batistienne est contrôlé par un secteur, en l'occurrence la direction du M26 et ses alliés, le directoire révolutionnaire, le PSP par la suite, qui dit agir au nom du monde du travail, au nom des travailleurs et des travailleuses des villes et des campagnes, qui jouit d'un degré indéniable de légitimité, d'un consensus au sein de l'opinion populaire, sans pour autant que cela ne signifie une direction effective des masses sur leur propre devenir, sur les grands débats à affronter, sur les décisions à prendre, sur la planification de l'économie, qui sont autant de conditions essentielles, selon le marxisme révolutionnaire, selon y compris
Lénine, Trotsky et Luxembourg et d'autres penseurs classiques, condition essentielle à la possibilité d'un socialisme réellement émancipateur et démocratique. Certes, les conditions de travail, d'accès à la culture et à l'éducation, ainsi qu'aux services de base, se sont radicalement transformées à Cuba au cours des premières années de la Révolution et restent encore aujourd'hui infiniment supérieurs au reste de la région, tant vis-à-vis des pays formellement indépendants que ceux qui constituent encore des dépendances métropolitaines ou des colonies, à l'instar de la Martinique ou de la Guadeloupe. Hein, selon une étude de l'OMS qui a toujours valeur aujourd'hui, il est a priori il vaut mieux lorsqu'on est afrodescendante et à la tête d'une famille monoparentale, être havanaise, être cubaine, que résider à New York, à la fois en termes d'accès à l'éducation, d'accès à l'emploi, d'accès à un logement, aux services de base, et y compris du point de vue du racisme institutionnel. Et ce n'est pas le dernier meurtre raciste policier aux États-Unis qui va démentir l'étude. Mais néanmoins, donc comme je le soulignais, la restructuration complète de l'État, qui a nationalisé l'ensemble des moyens de production, de reproduction et de circulation du capital, qui contrôle le secteur bancaire, le commerce interne et extérieur, cette restructuration n'est pas corrélée à un contrôle politique réel et complet du processus par les principaux intéressés par ces réformes radicales, en l'occurrence le monde du travail. Alors certes, il y a un certain nombre de structures qui vont voir le jour, qui parfois plongent leurs racines dans le processus révolutionnaire lui-même, de 58, de 59. En l'occurrence, je pense notamment à la milice nationale révolutionnaire qui va bientôt, à l'année 60, regrouper 500 000 Cubaines et Cubains, à la Fédération des femmes cubaines, qui là aussi se structure à partir des premiers comités de paysannes et des comités de femmes du mouvement du 26 juillet, et qui va donner lieu à un mouvement de femmes absolument énorme à Cuba. Les comités de défense de la Révolution, en tout cas dans leur première version, les comités techniques ou de doléances au niveau syndical, qui sont des comités d'entreprise qui vont renforcer la structure syndicale, donc de la Centrale des travailleurs cubains, de la CTC. C'est un certain nombre de structures qui sont l'émanation, le résultat d'organismes qui voient le jour entre la fin 58 et les premiers mois 59, par en bas, pour certains en tout cas, ou pour certaines, mais qui sont rapidement étatisés par en haut, sans jamais avoir aucun rôle décisionnel dans la nouvelle configuration étatico-politique qui prend forme. Au mieux, ces structures sont associées aux prises de décision, comme des organes consultatifs. Parfois, et de façon croissante à partir de la fin des années 60, elles servent ou elles deviennent tout simplement de courroies de transmission entre l'État et le reste de la société. Alors, en plus du lien obligé dont on parlait avec le bloc de l'Est, qui va se solidifier au cours des années 60, notamment à partir de 68, si à cela vous rajoutez, en dépit d'un certain pluralisme partidaire qui a cours au cours des premières années de la Révolution, un monolithisme politique croissant à partir de 65, qui va exclure et bâillonner toute expression politique ouvrière et révolutionnaire dissidente, vous avez l'ensemble des ingrédients qui expliquent la façon dont le régime cubain devient ce qu'il est et ce qu'il est encore aujourd'hui. Alors, quelques éléments pour laisser la place à la discussion, quelques éléments de conclusion. Autour donc, de cette période 59-61, conscient d'ailleurs d'avoir laissé un certain nombre d'éléments de côté, des points d'analyse et de programme sur lesquels on pourrait éventuellement revenir si vous le voulez. Quelques considérations sur la direction du processus révolutionnaire en tant que tel, en l'occurrence le noyau central du M26. Tout d'abord, sa détermination et son intransigeance. Alors bien entendu, il y a la pression constante qui est exercée par le mouvement populaire, par le monde du travail et par la paysannerie, mais qui va en tout cas alimenter et assurer une intransigeance absolue du M26 par rapport aux pressions qui sont exercées par le patronat, par la bourgeoisie et par l'impérialisme, et qui sont sans commune mesure avec ce que d'autres directions politiques du même type, ou en tout cas d'une nature similaire, ont pu faire en Amérique latine au cours des décennies antérieures, ou feront au cours des décennies successives. Toute proportion gardée, si vous comparez par exemple la façon dont le M26, Castro et les principaux représentants du mouvement réagissent face aux menaces d'intervention américaine, face aux pressions qui sont exercées, face aux menaces de sanctions et après aux tentatives de déstabilisation et de coup d'État, c'est absolument sans commune mesure avec ce qu'ont pu faire le MAS et Evo Morales et ses ministres en Bolivie en novembre dernier, en novembre 2019, lorsqu'ils ont été confrontés à une tentative de putsch qui finalement a été victorieuse,
précisément parce que de putsch de droite, hein, cléricalo-militaire, soutenu par Trump et par Bolsonaro, précisément parce que d'abord ils ont rendu les armes avant même de combattre, et ils ont désarmé politiquement et militairement leurs partisans en les laissant esseulés face à la réaction qui a pris le dessus par la suite. D'un autre côté, et malgré une certaine plasticité idéologique qui a les défauts de ses qualités, et malgré la radicalité de l'aile gauche du M26, partiellement constituée autour de Guevara, qui très tôt va poser la question de la participation des masses cubaines au processus en tant que tel, et pas simplement de les instrumentaliser comme de simples courroies de transmission, ou en tout cas exécutants de décisions qui sont prises par en haut, qui va poser la question du rapport entre le mouvement de masse, le parti et l'État. Le monde du travail et les classes populaires à Cuba, qui ont été les sujets centraux de la révolution, et qui restent aujourd'hui attachés à la défense de leurs acquis, dont on a parlé, du point de vue donc de l'accès aux services de base, du point de vue du marché du travail, du point de vue de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. Le monde du travail est exproprié, et c'est là le grand paradoxe, d'entrée de jeu, et ne réussit jamais à constituer les organismes qui lui auraient permis effectivement de réellement se constituer en tant que classe dirigeante, et de se retrouver à la tête du pays, à la tête de la révolution, à la tête du processus politique, en dépit du processus de transformation systémique des structures cubaines qui ont lieu et dont on a parlé donc d'un point de vue économique. Alors tout cela aujourd'hui a une actualité renouvelée, compte tenu y compris de la situation internationale et de la situation latino-américaine en tant que telle. Actualité renouvelée d'abord en défense de Cuba face aux menaces d'agression qui sont proférées par Donald Trump, et qui ne sont pas simplement que des coups de bluff destinés aux secteurs les plus réactionnaires de l'électorat nord-américain, aux secteurs issus de l'exil cubain. Donc ça d'un côté, donc de défense de Cuba. Défense de Cuba, y compris par rapport aux pressions restaurationnistes qui sont exercées par le capital européen et chinois, qui sont aujourd'hui les secteurs qui sont associés aux fractions les plus dynamiques de l'économie cubaine, en se situant résolument donc, du côté des travailleurs et des travailleuses, de la jeunesse et des classes populaires, donc des villes et des campagnes, en toute indépendance d'une bureaucratie au pouvoir, qui n'a d'ailleurs aujourd'hui que la légitimité qui lui a été léguée par l'ancienne génération pour se maintenir au pouvoir, une bureaucratie qui est liée donc soit au Parti communiste, soit aux forces armées, ou aux deux à la fois, qui est tiraillée d'un côté entre donc des pro-restauration ou des pro-marché, et de l'autre les raoulistes ou les fidélistes, hein, qui freinent davantage par rapport à ce qui objectivement est en train d'avoir lieu, mais dans les deux cas qui sont férocement opposés à un programme de révolution politique, c'est-à-dire de démocratie et de socialisme pour Cuba, qui serait à même de sauver et de revivifier la dynamique révolutionnaire originelle du processus tel qu'on a pu le voir, lui donner une nouvelle impulsion qui est essentielle donc, pour lutter contre les pressions restaurationnistes à la fois externes et internes qui ont aujourd'hui cours sur l'île, et pour que Cuba redevienne pleinement, pour la Caraïbe, pour les Amériques et au-delà, le drapeau de la Révolution qu'elle a pu représenter, et que dans un sens, elle continue à représenter aujourd'hui, en dépit de ces contradictions qui plongent leurs racines donc, dans le processus 59-61. Donc, je vous remercie en tout cas pour l'attention, et je me tiens à disposition donc, pour les questions, de même que Thomas. Donc voilà, je coupe le micro et je laisse Thomas reprendre la main. Merci beaucoup à toi. Enfin, tu as réussi à faire vivre la révolution cubaine à tout le monde à nouveau, à nous faire ça de manière à la fois très compréhensible et à la fois de manière enthousiasmante, et à la fois de montrer à la fois l'enthousiasme mais à la fois les contradictions et les limites que peut avoir ce processus. Pour rentrer direct dans le vif du sujet, je trouvais qu'il y avait deux types de questions, dont je vais essayer de te faire un résumé. Il y en a eu beaucoup, donc du coup, essayer de faire un résumé. Principale question. Premier type de question sur ce processus de radicalisation. Donc, tu l'as bien exposé, hein, mais il y a un certain nombre de questions sur
comment on en arrive à une révolution qui, au départ, ne se revendique pas du tout du socialisme, qui n'a pas de lien particulier avec l'URSS, tu l'as montré, qui essaye même de maintenir des relations à peu près normales avec les États-Unis, et comment on en arrive à cette révolution qui revendique le socialisme. Donc, enfin, je vais te prendre les questions qui ont été posées là-dessus. Pourquoi Fidel Castro a facilité le pouvoir d'Urrutia? Donc, enfin, sur la nature de ce que pensait Fidel Castro à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que Pourquoi Fidel Fidel Castro a… a facilité le pouvoir d'Urrutia? Donc, D'accord, quand Urrutia devient le président au début de l'année 59. Pour quelles raisons les États-Unis ont lâché Batista en 58? Donc, enfin, voilà, donc ça devenait de plus en plus insupportable, hein, de soutenir cet homme. En quoi ils ne sont pas vraiment socialistes au départ, hein, les mots que tu disais. Et c'est ce que s'interroger, en quoi, en quoi ils ne sont pas socialistes, et en quoi ils ont des tensions entre le mouvement du 26 juillet et le PSP. Donc, tu en as parlé, mais il y a eu des questions donc, sur comment le définir plus précisément. Et le deuxième type de question, je trouve qu'il revenait beaucoup sur comment le définir, tout ça, et est-ce que c'est du socialisme du coup, est-ce que c'est du capitalisme d'État? Il y a eu cette question-là. Est-ce qu'il y a pas, enfin, du coup, on peut dire qu'il n'y a pas d'auto-organisation des peuples dans ce cadre-là. Est-ce que, de fait, cette méthode de prendre le pouvoir qui relève un peu du blanquisme donne raison aux blanquistes, ou est-ce qu'au contraire, on a quelque chose à apporter en disant que cette manière de faire est pas forcément la meilleure à long terme ou nécessite de faire autre chose, de faire une révolution politique à nouveau. Enfin bref, tu développeras sur cet aspect. En quoi c'est opposé, en quoi ce socialisme réel n'est pas forcément le socialisme qu'on peut défendre. Au final, quelle classe sociale a le pouvoir? Tu parlais de la composition du mouvement du 26 juillet, qui à la base était beaucoup d'étudiants, d'ouvriers. Euh, qu'est-ce qu'il en est de la direction, et est-ce que la direction a cette orientation-là? Est-ce que la direction représente réellement et est sous la pression de cette base? Jusqu'à quel point? Et enfin, comment caractériser l'État cubain aujourd'hui, et quelles tâches pour les révolutionnaires aujourd'hui? Et puis, voilà, je vois qu'il y en a qui ont pitié de toi et qui veulent te laisser répondre. Mais il y en a d'autres, hein, c'est que vous avez posé beaucoup, beaucoup de questions. Donc, du coup, voilà, j'essaie de te synthétiser l'ensemble des choses. Après, j'en ai d'autres, hein, j'ai vu celles que je n'ai pas posées, et j'essaie de te les faire dans une deuxième ronde, et que tu réponds déjà à cela, si tu arrives, enfin voilà, dans la mesure où tu peux. Thomas Posado pose des questions presque aussi rapidement que le chargeur du pistolet mitrailleur de Fidel Castro quand il était encore en activité. Donc il y en a plusieurs, effectivement, des questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, si j'en oublie certaines, je peux revenir dessus, et puis on peut y compris rester on peut y répondre par écrit, ou d'une autre façon après le cours, dans les prochains jours. Alors, la première partie, pour essayer de répondre, compris de façon un peu synthétique. Ça, il y en a 4, hein, formellement. Alors, le PSP, d'un côté, en fait, le PSP, qui est le nom que prend le Parti communiste cubain à la fin des années 30 pour justement opérer un peu sa mue et s'adapter à la… Alors, Valentin Leblanc en parlait la dernière fois sur la transformation du programme des partis communistes sous l'impulsion internationale disons au milieu des années 30, ce qui a été appelé la politique de Front populaire, et par la suite, après une période assez malheureuse pour la bureaucratie stalinienne, en l'occurrence le pacte Staline-Ribbentrop, donc Hitler-Staline, la constitution donc, de fronts démocratiques avec les alliés contre le nazisme. En Amérique latine, cette politique s'est traduite d'abord par
des orientations de conformation de grandes coalitions politiques, fondamentalement pour assurer les États-Unis d'être ravitaillés en temps et en heure pendant la Seconde Guerre. Et par conséquent, le Parti communiste ou les partis communistes jouent un rôle absolument néfaste. Donc, ils s'appuient sur la rhétorique, sur le prestige de Moscou, sur la révolution bolchevique et sur l'antifascisme, mais ils jouent un rôle absolument néfaste pour désarmer le mouvement ouvrier, y compris pour casser les grèves, et pour que le monde du travail, les classes populaires, en fait, se mettent à la remorque de leur propre bourgeoisie dans le cadre d'un conflit par rapport auquel, en l'occurrence, des pays semi-coloniaux n'ont absolument aucun avantage à tirer au nom donc, de la démocratie. Voilà. Tout ça va exploser après 47-48, évidemment. Mais le Parti socialiste populaire, en fait, est de cette tendance-là, y compris, c'est jamais que l'excroissance du Parti communiste mexicain et argentin, qui sont les deux principaux partis du continent, qui, en tout cas, sont des officines de Moscou en Amérique latine. Et par conséquent, après avoir longtemps appuyé Batista, leur politique, c'est avant tout ne pas remettre en cause l'ordre de Yalta, donc la répartition du monde en sphères d'influence. Et si révolution il doit y avoir, elle se fera soit par voie électorale, peut-être de façon plus violente, mais en tout cas sans bousculer fondamentalement les rapports Est-Ouest existants. Et de ce point de vue-là, le PSP est extrêmement hostile à Castro. Alors je vous passe, et plusieurs ouvrages qui traitent de ça, hein, mais effectivement, dénoncer l'aventurisme petit bourgeois du M26, allant y compris jusqu'à participer à la mascarade électorale qui est organisée par Batista, justement, pendant en 57, précisément parce qu'il faut exploiter l'ensemble des moyens légaux pour se présenter, et donc il ne faut absolument pas prêter le fer à la répression et donc participer là où on peut, etc. etc. Donc à travers des candidats, en l'occurrence, puisque le PSP est mis hors la loi, même si leur organe OI est toujours toléré par la dictature. Donc tout ça explique en fait les tensions, et explique surtout que les jeunes radicaux, mais que ce soit à Cuba ou ailleurs en Amérique latine, notamment en Argentine ou dans le monde arabe, un certain nombre de jeunes radicaux vont rejoindre des formations nationalistes radicales, voilà, à contenu parfois plus ou moins marxisant, mais en tout cas qui ne seront pas les organisations officielles communistes pro-moscovites habituelles. Donc ça, c'est un premier élément. Et le PSP va finir par raccrocher les wagons, mais très tardivement, au cours du dernier trimestre 58. Donc ça, d'un côté. Sur le programme de Castro et sur la façon dont il va mettre au pouvoir un certain nombre de personnages, de personnalités politiques qui sont censés être des garants par rapport aux États-Unis, donc Urrutia, Felipe Passos, Miro Cardona, donc, qui fait office de Premier ministre pendant quelques semaines, et d'autres encore, Sori Marin, donc, qui est le ministre de l'Agriculture, Hubert Matos, ça a fondamentalement à voir avec le fait que Castro est persuadé qu'il est possible de négocier. Alors peut-être négocier dans un rapport de force distinct, après s'être débarrassé d'un tyran qui est sanguinaire en plus d'être encombrant, mais il ne pense pas fondamentalement que le moteur de la lutte des classes, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes, et que pour même faire une seule révolution, une révolution, ou aspirer à faire une révolution démocratique, agraire et anti-impérialiste, ou en tout cas en remettant un peu en cause et en chamboulant le rapport de domination avec Washington, pour cela, il faudra faire des incursions sur le terrain de la propriété privée, exproprier le capital domestique, local, cubain et états-unien, et en fait les deux ont partie liée. Et c'est ce qu'en dernière instance, le mouvement de masse d'un côté et l'intransigeance des États-Unis de l'autre va le forcer à faire, en maintenant un rôle d'arbitre, justement, entre les différentes fractions au sein du M26, et en se faisant la direction voilà, bonapartiste dans un sens du mouvement de masse qui s'exprime et qui est extrêmement dynamique. Donc ça peut-être pour la première partie des questions. Et à mesure où le processus va aller en se radicalisant, ces alliés libéraux, d'un côté, et le programme qui est
relativement modéré, puisque ce n'est pas un programme qui se propose d'exproprier les expropriateurs, mais simplement de faire quelques incursions sur le terrain social. Ce programme va se radicaliser, alors que donc, les alliés libéraux vont se retirer, et le monde du travail va prendre en confiance. Alors, sur le deuxième volet des questions, qui a à voir peut-être davantage avec le bilan, en tout cas, dans les années 60 et y compris jusqu'à aujourd'hui. C'est une question qui, sur la question du capitalisme d'État, c'est-à-dire la nature de l'État cubain, c'est une question qui divise donc l'extrême gauche révolutionnaire, marxiste révolutionnaire, entre voilà, différents courants. C'est notamment une question sur laquelle on pourrait achoper, par exemple, ici en France avec lutte ouvrière, par exemple, dans le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne, avec ce qu'on appelle la tendance cliffiste. Mais je crois, sans vouloir liquider le débat, j'essaie de le développer, mais sans liquider le débat en trois arguments et en ridiculisant les positions, ça part du principe selon lequel, qui est absolument juste, selon lequel, sans auto-organisation, auto-activité et direction politique d'un processus révolutionnaire, il ne peut pas y avoir expropriation de la bourgeoisie, il ne peut pas y avoir d'État ouvrier, en tout cas, ou de structure qui exprime les intérêts du monde du travail. Voilà. La question est que ce processus-là, à Cuba, et dans d'autres pays aussi, disons, valide à rebours les thèses de Trotsky sur la révolution permanente. Et surtout, parce que, disons, cette interprétation dont je viens de parler a tendance aussi à tordre le bâton dans un autre sens. Surtout, d'abord, il ne faut pas oublier le fait que les masses cubaines, même si elles ne réussissent pas à arriver à un degré d'auto-organisation qui serait celui d'un processus type soviétique ou soviétiste, comme on a pu le voir dans l'histoire, néanmoins entrent en mobilisation et restent à un degré très élevé de contestation et de participation justement au processus de transformation qui a lieu et qu'elles imposent en large partie à côté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, ce n'est pas simplement Castro qui réagit aux pressions nord-américaines et qui donc va radicaliser les mesures qu'il va prendre. Il réagit aussi face à une pression de la base, qui est constante et qui va y compris structurer des éléments d'organisation qui néanmoins ne seront pas d'auto-organisation. Ça, je l'ai abordé par rapport à la ministre nationale, par rapport au CDR, par rapport à différents organes d'un côté. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce qui advient à Cuba, à la différence d'autres pays dont j'ai pu parler, que ce soit le Yémen uni, ou la Tanzanie sous Julius Nyerere, ou l'Algérie socialiste et populaire, ou la Syrie, dans les années 60, 70, ou même y compris l'Irak, au-delà du qualificatif socialiste qui est mis un peu parfois à la va-vite et qui est une façon de négocier et d'acquérir les bonnes grâces de l'URSS. À Cuba, c'est l'ensemble du capital local et international qui est exproprié sans indemnisation, et pas simplement des portions de l'économie. Ce n'est pas simplement un État qui se fait planificateur et qui investit, mais l'État contrôle l'ensemble des rouages de l'économie, du commerce extérieur, du commerce intérieur, voilà, de la production, reproduction, circulation du capital, et rompt radicalement avec l'impérialisme et les impérialismes, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'Algérie post-révolutionnaire, qui continue à entretenir des rapports justement de par son non-alignement, d'abord en partie avec la France, et y compris avec d'autres pays du monde capitaliste, hein, justement, tout en voilà, commerçant avec le bloc de l'Est, etc., et en entretenant de bonnes relations. Donc ça, je pense que c'est une question qui est absolument centrale et qui explique le caractère déformé de l'État cubain, et qui, par conséquent, pour arriver je vois qu'il est presque 22 heures là, pour arriver à la deuxième partie, ou au dernier bloc de la deuxième question, on va dire, qui explique que les révolutionnaires sont attachés, enfin, il peut y avoir de socialisme que s'il est évidemment, de socialisme qui vaille que s'il est émancipateur, et pas simplement synonyme d'élévation des conditions de vie, des conditions de travail
d'accès aux biens de première nécessité, des services de base, à la culture, etc. etc. Et surtout si ce socialisme-là permet à l'ensemble des secteurs subalternes qui justement deviennent secteurs dirigeants de s'exprimer et de décider, comme disait Lénine, pour qu'une cuisinière puisse donner son avis et décider du cours international de la jeune République soviétique, que n'importe quelle personne, n'importe quel travailleur, travailleuse, voilà, puisse réellement participer collectivement aux décisions qui sont prises. Et à rebours d'un socialisme émancipateur qui n'est pas seulement libertaire, en fait, y compris chez Lénine, libertaire au sens de, justement, de porteur de libération, le régime cubain, de par ses origines et de par la façon dont il va après cristalliser, y compris et les consolider à mesure où l'emprise soviétique va être de plus en plus importante, à mesure où la révolution et son processus d'expansion, en partie en raison de la politique de Castro par rapport à celle de Guevara, va se restreindre, cet État cubain voilà, va offrir d'un socialisme, va offrir du socialisme une version la traduction tropicale du socialisme de caserne de la Pologne, de la Tchécoslovaquie ou de l'URSS de l'ère Brejnev. Mais en tout cas, un socialisme qui est très fortement autoritaire, qui est dictatorial, qui pratique la censure, qui pratique la répression contre la dissidence, y compris, ce que je veux dire par là, la dissidence qui manifesterait son adhésion au principe de la révolution, mais qui souhaiterait effectivement exprimer un autre positionnement politique et d'autres choix. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je crois que c'est une différence centrale entre, en tout cas, voilà, le courant trotskiste ou certains trotskistes et la bureaucratie au pouvoir à Cuba, qui, voilà, si ce n'est d'entrée de jeu, en tout cas à partir de 65, exerce une domination politique qui va davantage dans le sens de la consolidation de ce socialisme caricatural dont je viens de parler. Très bien, je te remercie. Et juste, enfin, je sais que il est 22 heures, mais en une phrase. Et sur la classe sociale, après là aussi, c'est d'autres, ça recoupe d'autres débats voilà, qu'on a au sein du marxisme. Est-ce que c'est une classe sociale ou est-ce que c'est une caste bureaucratique qui est au pouvoir? Là aussi, sans vouloir liquider le débat en quelques coups de cuillère à peau, mais la, la bureaucratie au pouvoir à Cuba aujourd'hui est de toute façon dans l'incapacité de capitaliser. C'est-à-dire que le bureaucrate n'a pour seule perspective d'exister en tant que bureaucrate. Il ne peut pas capitaliser, mettre de côté, être propriétaire, ne serait-ce que partiellement, de moyens de production. Donc voilà. Et sa subsistance même, sa vie, sa fonction sociale est liée à cet État ouvrier déformé, y compris avec le processus de restauration qui est en cours, du fait des investissements étrangers, du fait des ouvertures qui ont été faites, etc. Donc voilà, sa fonction sociale est liée à ce même État. Et donc par conséquent, c'est très compliqué, en tout cas, même s'il y a un débat qui est ouvert, très compliqué de parler, à mon avis, en tout cas, à notre avis, de classe sociale dirigeante à Cuba ou de proto-bourgeoisie. C'est avant tout effectivement des bureaucrates qui sont liés à l'appareil d'État, au Parti communiste et aux forces armées surtout, qui ont un rôle majeur dans l'économie cubaine aujourd'hui. Très bien, je te remercie. On fait un cycle de questions ou tu arrêtes ou... Alors, normalement, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Hein, enfin, moi, Je vous vois des encore. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu en... Oui, oui, non, et puis même si tu veux aussi, y compris, tu es autant qu'auteur que moi, si tu veux, y compris y répondre. Mais oui, si vous voulez, on fait, si les gens disent, allez, encore des questions, une par une, encore deux questions. Encore deux questions, dit Catherine. Deux questions. Allez, je t'en Après, trouve on va deux, pas. deux qui me semblent intéressantes sur le rôle de la gauche du PSP, sur le rôle de ce qu'il y avait à la gauche du PSP, peut-être du trotskisme, de ce qui existe de trotskisme à Cuba.
si tu veux le développer. Après, enfin, on peut en parler ensemble si tu veux aussi. Et une question que disait Ariège Montpaïs, je crois savoir qui c'est, qui revenait sur une des phrases que tu disais où tu citais l'OMS, je crois qu'il valait mieux être pauvre à la Havane que pauvre afrodescendant à la Havane qu'afrodescendant à New York. Est-ce que tu peux le développer? Enfin, ça suscitait pas ça suscitait la polémique dans les commentaires. Est-ce que tu peux le développer? Et puis je peux te relayer hein, si tu veux sur ces questions. Écoute, non, mais y compris sur la partie contempo, tu as beaucoup bossé dessus. Je te laisse la question OMS, justement, parce que bon, après, ce n'est pas une question tant d'être pauvre, je crois, puisque c'est effectivement les conditions d'existence, de vie et de travail. Ouais. Mais Moi, je voyais votre débat et enfin, c'est intéressant et où évidemment, le but en soi, c'est pas de tresser des louanges sur la condition d'un afrodescendant ni d'une personne pauvre à Cuba. Évidemment, ce qui était dit sur le fait que c'est des conditions de vie difficiles dans des logements qui sont petits avec des difficultés d'approvisionnement, elles sont réelles. Après, ce que mettait en évidence l'OMS, puis ce qui est une réalité, c'est qu'il y a, par l'organisation du modèle de production, un certain nombre de filets de sécurité à Cuba qu'il y a dans en fait à peu près aucun pays capitaliste. C'est-à-dire ce qui est assez paradoxal, un pays qui est relativement pauvre, qui est isolé du commerce international, qui a des niveaux de richesse qui sont infinitésimales par rapport à ce que connaît la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Arrive à avoir un nombre de sans-abri extrêmement réduit, voire un accès aux soins. Enfin, il y a une scène qu'on cite dans le livre du film de Michael Moore, Sicko, où il emmène des sauveteurs du 11 septembre à la Havane et où ces personnes sont en train de pleurer en voyant le prix aussi modique des médicaments, alors qu'eux, aux États-Unis, sont obligés de s'endetter sur des milliers d'euros pour pouvoir simplement se soigner des maladies dont en plus l'État, en l'occurrence, est co-responsable. On peut parler aussi de la violence raciste. Alors, c'est pas dire que les dominations raciales n'existent plus à Cuba, hein, évidemment, mais des violences raciales telles que ce que tu citais, enfin, ce qui est malheureusement dans l'actualité, des meurtres de racistes de la police, c'est une réalité aux États-Unis. Et enfin voilà, vivre pauvre aux États-Unis, c'est aussi vivre dans des petits appartements et vivre dans des conditions d'approvisionnement en nourriture extrêmement difficiles, qui n'ont même pas les filets de sécurité qu'un État pauvre arrive à faire par un système d'organisation et un modèle de production dont tu as bien montré les contradictions et les nécessités de le changer, évidemment, mais qui n'atteint pas le niveau de barbarie du capitalisme. Et enfin, là, on comparait évidemment Cuba aux États-Unis. Si on compare aux pays plus comparables de la région, à Haïti par exemple, ou même aux autres pays d'Amérique latine avec des niveaux de développement sans doute plus avancés que Cuba, vaut 1000 fois mieux être pauvre. Et alors ça, pour le coup, je pense que c'est tout le monde qui le dira, hein, et l'OMS et toutes les institutions, vaut 1000 fois mieux être pauvre à la Havane que dans les rues de Santiago, de Port-au-Prince, de Caracas, de Brasilia ou de n'importe quelle ville ou de n'importe quelle campagne d'Amérique latine. sur la question, je voyais deux choses, je vais essayer de répondre en 3 minutes. Et y compris, alors, pour le livre, pour compléter ce que disait aussi Thomas, le livre l'aborde. Voilà, notre idée, de toute façon, n'a pas été ni de repeindre en rouge ou en rose le régime cubain, ni y compris simplement faire tenir Cuba sur ce que l'on met en général en avant, c'est-à-dire les conditions de vie, conditions sociales, l'accès à la culture, à l'éducation, etc., qui sont bien entendu indéniables, en cachant y compris d'autres éléments de l'autoritarisme et voilà, du caractère extrêmement raide du gouvernement cubain, du régime vis-à-vis de ses possibles dissidents ou des dissidents réels, y compris sur sa gauche. Pour ce qui est de deux choses, pour ce qui est de la gauche révolutionnaire et donc la gauche trotskiste ou trotskisante à Cuba et
et une question que je crois posait Capitaine Chico sur le rapport entre Castro et Guevara, et auquel je vais essayer de répondre en, en- en une minute. Non, il existe, il y a toujours eu dans l'histoire du trotskisme cubain est à écrire. Elle a été partiellement écrite par un certain nombre d'historiens, mais il y a un problème effectivement de fragmentation et de parcellisation des fonds, difficulté voilà, d'accès aux sources. Mais il y a toujours eu, je vais donner une vision, je vais tordre le bâton dans un sens, mais à mon avis qui est intéressante à envisager. Il y a toujours eu une extrême faiblesse des oppositionnels à Cuba, des oppositionnels par rapport aux staliniens, et en même temps, donc faiblesse organisationnelle, y compris politique, et en même temps, une grande perméabilité ou une certaine perméabilité de certains dirigeants issus d'une gauche plus officielle, le premier parti communiste cubain dans le cas de son premier secrétaire général, Julio Antonio Meilla, ou y compris de Guevara, par rapport à des positionnements trotskistes ou trotskisants. Donc voilà, Meilla est assassiné à Mexico en 1928, si je ne m'abuse. Euh, En exil, on ne sait toujours pas réellement jusqu'à quel point il a été assassiné par donc, des séides, des sicarios de la dictature de Machado, ou si c'est l'internationale communiste qui l'a fait exécuter, en fait, donc les staliniens. Parce que déjà, il aurait pu se rapprocher des positionnements, de l'opposition de gauche, donc trotskiste, notamment par rapport à la perspective d'une révolution à Cuba et par rapport aux orientations de l'internationale communiste sur la troisième période. Pareil pour Guevara, il y a un débat qui est en cours sur Guevara, sur effectivement la façon dont il passe d'un positionnement qui est extrêmement autoritaire, avec une vision très hiérarchique, bas en haut du socialisme, à une plus grande perméabilité, et en recevant, y compris, les critiques qui sont faites sur sa gauche par rapport aux questions de planification, de participation des travailleuses et des travailleurs à la production, et y compris par rapport aux questions de lien à l'État et ce que l'État doit être par rapport au monde du travail. Et aussi qui sont des thématiques qui sont en tout cas très présentes voilà, le trotskisme. D'un point de vue organisationnel, néanmoins, pour ce qui est de la période qui nous concerne, les trotskistes cubains reconstituent un groupe qui est lié à l'une des internationales à l'époque, en 1960, qui s'appelle le Parti ouvrier révolutionnaire, qui a une certaine capacité, une certaine dynamique, y compris l'histoire veut que le groupe se reconstitue après un appel à le reconstituer tout simplement, et à ce que justement des gens y adhèrent, des travailleurs, des travailleuses et des jeunes y adhèrent, sur les ondes de Radio Rebelde, donc sur les ondes de la radio du 26 juillet. Et le POR donc, a une existence entre 60 et 62, et sur pression des staliniens notamment, et de Castro, il est finalement déclaré hors la loi, et la répression, y compris, s'abat sur lui. Ce qui ne veut pas dire que, comme dans les années 30, un certain nombre de trotskistes ne vont pas, par la suite, graviter et rejoindre les fractions gauches, là en l'occurrence du régime, et notamment les cercles proches de Guevara. Dans le cas des années 30, c'était autour d'un révolutionnaire qui s'appelait nationaliste de gauche, qui s'appelait Guy Hélas, et qui va fonder une organisation qui s'appelle Jeune Cuba, et autour desquelles vont se retrouver un certain nombre de trotskistes, justement, qui vont être des cadres de cette organisation. Et là, donc, dans les années 60, c'est le ministère de l'Industrie notamment, l'INRA, l'Institut national de réforme agraire, qui sont extrêmement puissants. Et donc les cercles, justement, qui se retrouvent autour de Guevara, vont être pénétrés, et y compris se retrouver en lien avec des militants trotskistes qui les intègrent, et qui seront par la suite ultérieurement marginalisés à la fin des années 60. Et sur le lien entre Castro et Guevara, là aussi, c'est quelque chose qu'on aborde dans l'ouvrage. Il est clair que jusqu'au bout, il y a un conditionnement de Guevara par rapport, non pas à l'ensemble du mouvement du 26 juillet, mais par rapport à Castro. Effectivement, il y a une
une opposition qui ne dit pas son nom, et finalement, Guevara perdra le combat politique et finira par choisir de partir, donc à partir de 65, pour porter ses efforts vers d'autres contrées. Enfin, c'est la lettre d'adieu. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, et ça c'est une publication récente du mois d'août 2019, donc par la maison d'édition Océane Sourd, c'est le fait qu'on connaissait en règle générale une seule lettre d'adieu de Guevara, qui est la lettre qui est lue à la tribune du Parti communiste, du congrès de fondation, de refondation du Parti communiste cubain en octobre 65, qui est presque une lettre d'amour à Castro, qui est une lettre manuscrite, et que Castro lit, et qui est une façon presque tout autant de lui rendre hommage que de s'en débarrasser. Et en fait, il y a une deuxième lettre d'adieu, dont on connaissait jusqu'à présent, enfin jusqu'en août, que des fragments, qui est une lettre dactylographiée, et qui est un bilan politique que rédige Guevara, qui est beaucoup plus long et qui est extrêmement précis, et qui pose justement un certain nombre de questions extrêmement polémiques par rapport au rôle de la planification, par rapport au rôle de l'industrie, par rapport à la culture du sucre, par rapport au parti et par rapport à l'État. Donc, c'est 4 points qui sont développés. Et donc, la lettre, elle est publiée sur le site TISA, qui est un site de la gauche cubaine présent à Cuba, animé par des jeunes militants et voilà, des intellos et des autodidactes souvent qui sont pas dans l'université ou qui peuvent pas rentrer à l'académie. Je relisais une des questions pour avoir la lettre. Et donc cette seconde lettre en fait qui est assez illustrative des tensions qui existent entre Castro et Guevara, qui grandissent au cours de l'année 63-64, qui explosent en 65 lorsque Guevara justement accuse l'Union soviétique notamment de n'être jamais que un autre impérialisme, excusez-moi, l'Union soviétique et la Chine populaire, et qui aboutit à la rupture justement et à cette séparation. Et en tout cas, ça c'est quelque chose effectivement qui est aujourd'hui encore à fouiller sur lesquels il faudrait enquêter et écrire, et voilà, pour avoir en tout cas une vision plus complexe de Guevara, qui n'est pas que le Guevara du débarquement de 56, ou le Guevara qu'on voit aux côtés d'Urrutia, qui est le commandant militaire voilà, extrêmement dur, et qui professe un socialisme qui est plus autoritaire que libertaire, en tout cas dans un premier temps. Merci. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé et d'être encore aussi nombreux à une heure aussi tardive pour avoir assisté donc à ce topo sur la révolution cubaine. Merci à toi, Jean-Baptiste, pour arriver à synthétiser tout ça tout en gardant un maximum de clarté, et du coup en montrant toutes les contradictions de cette révolution, à la fois enthousiasmante et à la fois qui pose plein de questions et qui pose plein de problèmes. Je rappelle du coup le rendez-vous de la semaine prochaine. Du coup, ce sera sur le Chili, donc du coup avec Franck Godichaud, donc même heure, 20h30. Et ben, on verra une autre tentative de renversement, enfin de s'attaquer à la bourgeoisie et au capitalisme, et enfin, sans spoiler hein, le propos. Malheureusement, ça se finit beaucoup plus mal, mais ça n'en est pas moins passionnant et intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous, et puis ben, on se retrouve jeudi prochain du coup pour le live, pour la suite du séminaire, donc Histoire de révolution. Merci. Merci à toi Thomas, et merci à toutes et à tous pour votre voilà, participation interactive. Et puis pareil, on est évidemment, on peut rester en lien par mail ou autrement pour répondre à des questions et puis pour poursuivre le débat. Et excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Et donc à jeudi pour un autre moment iconique pour la gauche latino-américaine, et puis pour la gauche en général, qui est l'unité populaire et la période 70-73. Merci, bonne soirée.
J'ai tué 6 personnes. C'est quoi? C'est Counter-Strike? Ouais. Putain, j'ai jamais joué ça. J'ai mis en mode support TypeScript, je me suis dit que tu me remplacerais plus facilement si jamais je partais.